Dans notre dernière aventure, Muzafer Shérif nous a montré une recette simple pour créer un conflit. Divisez des gens en deux groupes et mettez-les en compétition pour une ressource. La guerre est presque inévitable. Mais que se passe-t-il si l'on enlève tous les ingrédients du conflit ? Pas de compétition, pas d'histoire commune, pas de contact direct, pas même d'enjeu réel. Que reste-t-il ? Notre cerveau, seul, face à une simple étiquette, nous et eux. Est-ce que cela suffit pour déclencher de la discrimination ? C'est cette question fondamentale qui va aux racines mêmes de nos préjugés que va explorer notre aventurier du jour. Un homme dont l'histoire personnelle, marquée par la Shoah, a nourri une quête obsessionnelle pour comprendre les origines de la haine intergroupe. Cet homme, c'est le psychologue social Henri Tajfel. L'aventure d'Henri Tajfel est inséparable de sa biographie. Juif polonais, il étudie en France quand la guerre éclate. Il s'engage dans l'armée française et fait prisonnier par les Allemands. Il survit en se faisant passer pour un citoyen français, cachant sa judéité. À la fin de la guerre, il découvre que toute sa famille et la plupart de ses amis ont été exterminés. Il est hanté par une question: comment des gens ordinaires ont-ils pu participer à un tel génocide ? Il refuse les explications simplistes. Il veut comprendre la psychologie du préjugé. Comme shérif, il pense que la compétition est une cause importante. Mais il a une intuition. Il doit y avoir quelque chose de plus fondamental, de plus automatique. Une sorte de bug dans notre machine cognitive. Pour le prouver, il va concevoir une série d'expériences d'une simplicité désarmante. Bienvenue dans le laboratoire de Tajfel. L'aventure est purement intellectuelle. Des adolescents sont invités un par un, on leur montre des diapositives avec des points et on leur demande d'estimer le nombre de points. C'est une tâche sans importance. Ensuite, on leur ment. On leur dit « Grâce à vos réponses, nous avons déterminé que vous faites partie du groupe des surestimateurs ou des sous-estimateurs. » Dans une autre version, on leur montre des tableaux de peintres abstraits, Klee et Kandinsky, et on les classe dans le groupe Klee ou le groupe Kandinsky en fonction de leurs préférences. Le point crucial, cette division est absurde et arbitraire. Les garçons ne connaissent personne d'autre dans leur groupe, ils ne se verront jamais, ils n'ont rien en commun et il n'y a rien à gagner. C'est ce que Tajfel appelle un groupe minimal. Maintenant, la phase de test. On donne à chaque garçon un carnet avec des matrices de points ou d'argent. Il doit distribuer des récompenses entre deux autres participants anonymes, identifiés uniquement par leur numéro et leur groupe. Membre du groupe Klee, membre du groupe Kandinsky. Il ne peut jamais se donner d'argent à lui-même. La logique rationnelle voudrait que les garçons distribuent l'argent de manière équitable. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe. Les résultats sont d'une clarté stupéfiante. De manière systématique, les sujets choisissent de donner plus d'argent aux membres de leur propre groupe. La simple étiquette « groupe Klee » a suffi à créer un favoritisme pro-endogroupe. Mais Tajfel découvre quelque chose d'encore plus troublant. Face à un choix entre donner le maximum d'argent possible aux deux groupes ou donner un peu moins à son groupe mais en s'assurant que l'autre groupe est encore moins, les sujets choisissent la deuxième option. Ils préfèrent maximiser la différence entre les groupes plutôt que de maximiser leur gain absolu. Ils préfèrent avoir 7 points et que l'autre en ait 1, plutôt que d'avoir 13 points chacun. Il ne s'agit pas seulement d'aimer son groupe, il s'agit de s'assurer que l'autre groupe ait moins. La discrimination est née. L'aventure d'Henri Tajfel nous a révélé un mécanisme psychologique profond et dérangeant.
La discrimination n'a pas besoin de haine, de compétition, d'histoire ou d'intérêt. Elle n'a besoin que d'une chose, une catégorisation. Dès que notre cerveau divise le monde en nous et eux, même sur la base du critère le plus absurde, il se met automatiquement à favoriser le nous. C'est la naissance de la théorie de l'identité sociale. Une grande partie de notre estime de soi vient du statut de notre groupe. Et pour que notre groupe ait un statut élevé, il faut qu'il y ait un autre groupe qui ait un statut plus bas. L'expérience des groupes minimaux est une leçon d'humilité. Elle nous montre que la tendance à la discrimination est une sorte de réglage par défaut de notre esprit. Mais elle n'est pas une fatalité. En comprenant ce mécanisme, en prenant conscience de ce biais cognitif, nous pouvons apprendre à le combattre, à questionner les catégories que l'on nous impose. Mais une fois qu'on a compris cette mécanique de laboratoire, reste une question cruciale. Que se passe-t-il quand on transpose cette logique dans la vraie vie, dans une vraie classe, avec de vrais enfants? Dans notre prochain épisode, nous irons dans une école primaire de l'Iowa, aux côtés de l'institutrice Jane Elliott, qui a créé l'une des expériences pédagogiques les plus marquantes et les plus controversées sur la discrimination, l'expérience des yeux bleus et des yeux marrons. D'ici là, observez toutes les étiquettes qui vous entourent. Et surtout, restez curieux.